Ça bouge partout en Europe en ce début octobre. On va faire un petit point ensemble sur les mobilisations sociales. On va regarder ce qui se passe. On va essayer d'analyser. On va se faire kiffer à regarder aussi nos camarades en Belgique, nos camarades en Italie, la mobilisation qui se fait sur le mouvement social en France. Normalement, quand vous allez regarder cette caps, ce sera le 3 octobre. Aujourd'hui, nous, quand on tourne, on est le 2 octobre à la mi-journée. On va suivre la journée de grève générale à l'appel de l'intersyndicale. Et les copains, on va parler aussi des appels faits par nos camarades italiens qui font des grèves et des blocages en soutien à Gaza. Car là, quand nous parlons actuellement aussi, le 2 octobre à la mi-journée, la flottille qui est allée vers Gaza vient d'être arrêtée de manière illégale par l'armée israélienne qui a kidnappé les gens qui étaient sur les bateaux, dont un certain nombre d'élus français, particulièrement Rima Hassan dedans, François Piquemal aussi, Emma Fourreau, bref, voilà. Et Marie tout un tas Mesmer, d'autres ouais. personnes, Marie Mesmer, plus de 46 nationalités différentes représentées dans les personnes kidnappées par Israël. Et on va aussi vous parler de la mobilisation de nos camarades en Belgique qui se préparent parce que la Belgique prend le même niveau de dinguerie que nous en termes de politique d'austérité, politique budgétaire. Et c'est bien sûr la même chose en Italie. Nos pauvres camarades italiens, ils font quand même face à Meloni, s'il vous plaît, après avoir fait face à Berlusconi, à Mario Draghi. Bref, franchement, les Italiens, force à vous, vous prenez tellement cher, mais du coup, c'est la rage du peuple qui se lève. Ça donne envie de parler des futures mobilisations de où on est. On va peut-être un petit peu cracher sur notre intersyndicale en France parce qu'il nous pète un petit peu les couilles. Mais bon, voilà, on reste en camaraderie bien sûr, mais ça saoule un peu. On va parler stratégie, on va parler lutte sociale internationale. Et pour ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es prêt à refaire l'international en ce début d'octobre 2025? J'étais à Londres il y a pas longtemps pour monter à l'international. Est-ce qu'on passerait pas tout de suite à la 6 ou 7e pour pas s'emmerder avec des internationales voilà, un peu mortes? Mais non, c'est intéressant. Plus que l'international, moi j'ai l'impression, je dis souvent ça, mais tu parlais des mouvements européens, mais il y a aussi des mouvements mondiaux de jeunesse, on va en parler. Tout à fait, j'ai pas parlé. Indonésie, Maroc, Madagascar, actuellement trouve qu'il 20 y a- morts là ces derniers jours sur les manifs à Madagascar. Et force à nos camarades, on sait qu'on a des camarades malgaches qui nous regardent, qui sont des camarades marxistes de là-bas. Et force à vous les copains dans la lutte, pareil, hein, j'ai été Europe centrée dans l'intro, mais c'est international. Non, c'est intéressant. Intercontinental. Ouais. Moi, j'y vois deux refs. Tu sais, c'est mon côté historien, là, tu sais, je suis commentateur de plateau télé un peu. Il y a un côté printemps des peuples, 1848, là, toutes les révolutions européennes, progressistes, qui ont été au cœur de même du creuset communiste, quoi, qu'ils soient français, allemands, anglais, etc. Ou plus récemment l'année 68, parce que nous on a en France mai 68, mais on oublie qu'en 68 il y a le printemps de Prague, il y a des énormes manifestations pour les droits civiques contre la guerre du Vietnam aux États-Unis. Enfin, l'année 68 est une année de révolte mondiale partout dans le monde, de jeunesse aussi, de vouloir en finir avec un certain monde, et je trouve que ça sent ça, quoi. Les gens doument un peu, on a fait une capsule avec Badu justement pour sortir de ça. On a parlé du septembrisme, là on parle de l'octobrisme, mais ça se trouve, c'est l'année 2025, voire 2026 qui est en train de se construire à l'échelle historique. Vraiment, il se passe des choses partout. On pense, nous, qu'on ne veut plus nulle part. Ça commence à être systématique, pour pas dire systémique. C'est vraiment très intéressant. Et si à votre échelle, dans votre ville, dans votre département, vous avez l'impression que ça bouge pas trop, que ça ronfle, on va essayer de vous donner un petit peu de vue un peu plus large parce que vraiment le monde est en train de bouger là. Le monde peut plus tenir comme il a tenu, voilà. Et rappelez-vous qu'il y a un prisme déformant des médias dominants sur ces questions. On vous a rabâché et rabâché et rabâché les oreilles avec la manif raciste au Royaume-Uni qui avait lieu à la demande de Tommy Robinson. Ça représente en termes de mobilisation, mais 2% des mobilisations dont on est en train de vous parler là, en Italie, au Maroc, à Madagascar, en Indonésie, etc., etc. Donc bien sûr, ils vont mettre le prisme. Ben oui, mais vraiment. Et il y a une répression majeure qui est faite là actuellement depuis le début du mouvement au Maroc qui a commencé il y a quelques jours. Là, il y a déjà plusieurs jeunes camarades qui sont morts. Les Marocains se mobilisent notamment pour l'accès à la santé. Ils se mobilisent pas pour demander des trucs de racelard comme les manifs qui sont mises en exergue au Royaume-Uni. Ils demandent des accès à des politiques sociales, à la santé. À Madagascar, c'est pareil. En Belgique, c'est pareil. En Italie, ça se soulève pour des raisons sociales et aussi pour des raisons anti-impérialistes et de soutien au peuple palestinien, d'opposition au génocide à Gaza. Donc voilà, c'est des mobilisations qui sont profondément progressistes.
c'est un mouvement mondial qui se fait. Tout ça, ça se fait pas en 2 jours. Chris et Padu, ils vous l'ont dit dans la caps qu'on a sorti le 1er octobre. Mais voilà, la révolution, c'est pas tu te lèves un matin et elle est faite. C'est une agrégation de plein de mouvements qui rentrent en synergie les uns avec les autres. Et là, notre taf, nous, c'est de se donner du courage, de la ferveur, de regarder ce qui se passe autour et de créer des ponts entre tous les camarades à l'international pour penser un changement, pour penser une politique sociale à l'échelle mondiale, penser la fin de l'impérialisme, penser aussi bien sûr la fin du génocide. Et on pense bien sûr très fort à toutes les personnes kidnappées actuellement par Israël, qui faisaient partie de la flottille, et encore plus fort à tous nos camarades palestiniens qui subissent ce génocide, cet apartheid et cette guerre coloniale depuis près de 80 ans, et ce génocide qui s'est accéléré là depuis 2 ans. Voilà, Exactement. on va regarder tout ça. On va regarder, on va revenir sur la France. Vous avez vu l'intro de notre camarade Zoé qui est passée du soutien critique à l'intersyndical à la critique soutien. Donc, ouais, ça commence à saouler là un peu. Voilà. Est-ce qu'on peut le dire maintenant? Vous saoulez de fou. Et je paye ma cotise, j'ai le droit de le dire. Et c'est bien de le mettre en perspective avec une dynamique plus générale, on va dire révolutionnaire, et qui justement est, on parlait de 48, 68, ces mouvements-là, le printemps des peuples, voilà. Ça a toujours été des mouvements qui ont été, comment dire, non pas spécifiques et, tu vois, sectoriels, quoi. La paix, par exemple, l'anti-impérialisme est au cœur des manifs étudiantes de 68 en France, aux États-Unis, en plus d'être des revendications sociales sur les droits civiques, en France, sur la mixité ou ce genre de choses. Donc tout ça s'imbrique. Il faut qu'on sorte du côté, il y a les partis pour ça, il y a les masses pour ça, il y a les syndicats pour ça. Donc on va en faire la critique. Dites-vous bien qu'on est dans une situation, ça nous on changera pas d'avis là-dessus avec la camarade Zoé. De toute façon, si on change d'avis là-dessus, on est fortement réprimé sur le fait... Parfaitement démocratiquement, évidemment. Qu'on est dans une situation pré-révolutionnaire, à minima révolutionnaire au mieux. Il y a des moments un peu plus froids, un peu plus de pause. Là, on va voir en France, ça refroidit un peu, même si force à vous, tous ceux qui sont dans la rue. Donc, ce qu'on nous dit à la mi-journée, nous, on a vu nos mobilisations entre 2 manifs. On tourne cette capsule, on est mi-journée. On nous dit, les médias nous disent que y a moins de monde, a priori 2 fois moins, 200 000. Là, il y aurait 85 000. Donc, on voit que ça bouge un peu moins. C'est effectivement aussi problématique. C'est journée saute-mouton. Il faut dire que ça aide pas à se mobiliser. Donner au moins 3 jours d'affilée, comme on disait, avec une volonté générale derrière, à mon avis, et donc ce qu'il faudrait, une coordination de tous les mouvements anti-impérialistes, les mouvements politiques, les mouvements syndicaux, pour dire on va faire 3-4 jours ensemble, tenir des postes, tenir des positions, tenir des places, comme nous on l'avait proposé. Il va falloir qu'on arrive vers cette coordination, sinon on n'y arrivera pas. Nous, on essaie de lancer une journée générale le 21 septembre. Il y a plein de gens qu'on rejoint sur des places, que ce soit des gens qui avaient reçu l'appel comme la fin de la monarchie présidentielle, d'autres comme la continuité du 18 septembre et du 10 septembre, d'autres qui avaient aussi, parce que ça faisait partie de notre appel, saisi ça comme la journée mondiale pour la paix. Bon, on voit, mais la problématique, c'est que les organisations politiques, à part la France Insoumise, n'ont pas suivi, les organisations syndicales encore moins. Donc, il faut qu'on arrive à massifier, à trouver une date, et j'ai envie de dire un bloc de dates communes où toutes les revendications vont être mis en même temps, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à faire un stop, un blocage, un arrêt complet pour mettre tout ce dont on ne veut plus au centre de l'attention, et ça, on a du mal à le faire. Ouais, après, donc tu vois, ce matin... Effectivement, il y avait un peu moins de monde que le jeudi 18. Le jeudi 18, chez moi, alors, sans vous donner ma ville, en gros, c'est préfecture d'un département rural, quoi. Donc, des villes, on va dire, qui font entre 50 et 100 000 habitants, quoi. Chez moi, le 18, il y avait quand même beaucoup de monde à l'appel de l'intersyndical. Cortège très, très syndical, pour le coup. CGT, CFDT, etc. Même, voilà, des syndicats qui étaient beaucoup plus, on va dire, mous étaient présents. Je pense à la CFE-CGC et tout ça. Et il y avait un niveau de mobilisation qui était, je dirais, du même niveau qu'au max des mobilisations de la retraite en 2023. Donc, c'était très cool. Et ça a même tapé un peu chez moi, alors que, honnêtement, d'habitude, ça ne tape pas. Alors nous, moi j'étais vraiment derrière, j'étais avec mes enfants pour tout vous dire, donc bon, je ne me mets pas devant avec 2 gosses de 6 et 7 ans, quoi. Mais voilà, et si je peux donner un petit retour, moi, effectivement, moins de monde là ce jeudi 2. Et ce qu'on peut dire quand même, c'est que
Vous vous souvenez, juste après le 18, en fait, l'intersyndicale a annoncé poser un ultimatum à Lecornu. Alors bon, voilà, un ultimatum de « Dis donc, Sébastien Lecornu, toi qui mets en place la politique austéritaire en étant le bras droit de Macron depuis 10 ans, on va voir si quand même tu n'as pas envie d'arrêter d'être méchant. » Et bien, figurez-vous, aussi incroyable que ça puisse paraître, que Lecornu n'a pas accédé aux demandes de l'intersyndicale. Mais c'est vraiment... Mais quelle surprise, hein. Franchement, personne n'aurait pu... Qui aurait pu prédire, j'ai envie de dire. Ah mais là, mais tu rigoles, là, tu me plaisantes, là. Non, tu vas pas me dire qu'il a pas cédé, quoi. Il n'y a pas eu un 49-3 de l'intersyndicale qui l'a obligé à faire ce qu'il a dit, quoi. Voilà. Dans les revendications, il y avait notamment l'opposition au changement budgétaire qui avait été proposé par Bayrou et qui courent toujours en question. Là, il va y avoir le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui est voté chaque année en octobre, le fameux budget de la Sécu. Qui va passer. Vraiment, il va falloir regarder ça de près parce que les mecs vont essayer de nous la mettre fort. Donc, il va falloir regarder. Et l'autre chose qu'il y avait, c'était l'abrogation de la réforme des retraites de 2023. Et là, Lecornu, il s'est pointé en disant « Oui, alors peut-être que sur les carrières des femmes qui ont eu des congés maternité, on va peut-être faire un petit quelque chose, nanana. » Bon, comme d'hab, quoi. Technique de macronisme, c'est-à-dire que sur les 100% de grosse merde, il te propose de revenir sur 0,3%, qui va même pas être vraiment un changement pour la vie des gens, tellement le reste est une merde. Et voilà. Et donc, on se retrouve avec une autre journée de mobilisation qui est 2 semaines après, au moment où les choses sont un peu retombées, au moment où les gens ont repris le boulot, etc., etc. Et donc, forcément, la mobilisation est moins forte, même si elle est quand même conséquente. Hein. Enfin, tu vois, on peut pas dire qu'il se passe rien. Et on voit, je trouve aussi, tu me diras, Chris, mais c'est intéressant de voir comment ces mouvements de 2025 là, on voit plutôt des sous-mobilisations par rapport à la moyenne de certains secteurs historiques. Je pense à l'éducation nationale, hein, particulièrement, avec un taux de grévistes qui était assez faible déjà le 18, qui était à 18%, et là un taux de grévistes qui est à 6%. Alors merci aux enseignants de mes gamines qui sont grévistes, force à vous les camarades. mais enfin voilà, une grosse majorité des enseignants qui ne font pas grève sur ces journées-là, alors que historiquement, c'est des corporations qui se mobilisent beaucoup sur ces mouvements. Et inversement, nous, on a notamment des retours de camarades, etc., qui disent que dans certains secteurs qui historiquement ne se mobilisent pas du tout, là, il commence à y avoir une conscience collective de camaraderie, d'envie de lutte, etc. On pense à la restauration, on pense à l'audiovisuel, à des secteurs qui, encore une fois, historiquement, ne se mobilisent pas. Et là, il y a des gens qui commencent à s'organiser. Le privé, exactement. Et donc, ça, c'est un signe, si vous voulez, même si la journée n'est pas forte en ce moment, ce qui est en train de se passer dans ce mouvement social de septembre-octobre 2025, ça, c'est des signes majeurs à regarder. Parce que ça veut dire des choses pour l'organisation future de la lutte et de la lutte progressiste et de la lutte marxiste. Et c'est des très bons signes, ça, pour le coup. Ça va te surprendre. Je vais faire de la pub pour Position Revue. Let's go. Parce qu'on a sorti un article. L'équipe de Position Revue est actuellement en train de convulser tellement ils ne sont pas habitués à ce que Chris fasse le taf. C'est moi qui ai conduit l'entretien avec Bruno Amable et Stefano Palombarini, 2 camarades qui travaillent sur le néolibéralisme, qui sont, à mon sens, les spécialistes des blocs sociaux sous le néolibéralisme et de leur recomposition. Vraiment, c'est passionnant. Donc, on a fait un entretien à partir de leur dernier livre. Et justement, ils montrent comment 2 blocs qui étaient un peu opposés, notamment par la droite, les fonctionnaires par rapport aux salariés du privé, sont en train de se recomposer et de se rassembler. C'est-à-dire qu'on voit les fonctionnaires qui commencent à être de plus en plus attaqués dans leurs droits et qui commencent à avoir un quotidien qui ressemble de plus en plus au privé, avec de la violence managériale, avec, tu sais, des indicateurs à fournir, de la rentabilité et tout. Et ça amenuise paradoxalement leur puissance syndicale, parce qu'ils se sentent moins collectifs, ils sont plus individualisés, ce qu'a vécu le privé. Et le privé, par effet de retour, c'est-à-dire eux, ils ont tellement subi ça depuis 20 ans que comme maintenant, ils commencent à se révolter contre ça. Donc paradoxalement, en fait, ce que tu dis, c'est le ressac de mobilisation du public est en train d'être, compensé par le privé. Et l'idée de l'entretien, allez le lire, je ne vais pas vous le spoiler non plus, parce qu'il faut que je fasse la pub, mais il ne faut pas non plus que j'empêche les gens d'aller sur le site. Mais c'est passionnant, c'est de se dire, voilà, comment on va faire en sorte de montrer en fait qu'il n'y a pas d'opposition entre privé et public, voilà, et que ça, c'est un bloc social de travailleurs, de salariat généralisé, comme on dit nous, qu'il faut mobiliser vers plus de progrès. Voilà. Et cette inversion des courbes de mobilisation entre le privé et le public, il ne faut surtout pas la voir comme une opposition, mais il faut voir comme 2 points. Hein, dans une inversion de courbe, il y a toujours les points qui se rejoignent. Et bien, cette jonction de points permet de constituer un bloc social qui arrive au même niveau de conscience. Et ça
c'est une potentialité pour la lutte et pour la transformation sociale. Voilà, je sais pas si j'ai fait bien la pub, mais en tout cas, ça donne à mon envie. sens. Je me permets de rajouter aussi, donc il y a plein d'articles et d'entretiens différents dans ce numéro de Position Revue qui vient de sortir, qui est sorti le 29 septembre. Et moi, j'ai mené un entretien aussi avec Nicolas Da Silva, qui est économiste de la santé. Et il revient en détail sur les différentes mesures qui sont prises. Je vous parlais du projet de loi de finances de la sécurité sociale, du budget de la Sécu qui va être voté dans quelques semaines tout à l'heure. Si vous voulez avoir des clés de compréhension pour capter pourquoi ces mecs vous baisent, pourquoi quand ils vous disent nanana, le déficit, et ça coûte cher, et tel truc machin, il faut baisser la part de remboursement et tout, vous allez avoir un économiste, camarade Da Silva, qui vous explique en détail, avec des vrais chiffres pour les aides de la politique, pourquoi en fait tout ça c'est du mensonge, et comment c'est vraiment un cours d'autodéfense intellectuelle cet entretien, pour comprendre ce qui se joue derrière les enjeux d'économie de la santé, et ce que ça veut dire plus largement pour la manière dont on s'organise politiquement. Je pense que cet entretien est un véritable plaidoyer pour le communisme, si vous voulez mon avis. Et voilà, bref, allez voir tout ça. Pour finir un peu sur les mobilisations du jour en France, Chris, c'est vrai que nous, là, on tourne à la mi-journée, on ne sait pas encore quelles vont être les mobilisations dans les grandes villes. Je pense à Paris, Marseille, Lyon, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, etc., qui s'étaient mobilisés Toulouse, qui s'étaient mobilisés très, 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 très fort sur la journée du 18. On attend de voir aussi le niveau de la répression policière, malheureusement, qui maintenant n'a plus aucun problème à aller taper sur des cortèges syndicaux. Bref, donc voilà, c'est en cours. 76 000 gendarmes mobilisés, là, tu vois, on voit le truc. Bah, donc on est toujours au maximum. Ils sont monstrueux. Et ça, c'est intéressant parce que ça, ils vont pouvoir tenir à mobiliser 75 à 80% de leur force à chaque fois s'il y a 15 jours d'écart entre les deux. S'il y avait 5 jours à mobiliser les flics, ce serait beaucoup plus difficile. Moi, j'ai envie de m'énerver sur Sophie Binet. Est-ce que tu m'autorises ? Vas-y. Camarade Sophie, nous demandons une autocritique. Non, mais là, elle nous dit la colère sociale est extrêmement forte. Ça, on est d'accord. Moi, ce qui m'agace, c'est la dépolitisation et que les noisettes fassent ça. D'accord ? Tu l'as dit tout à l'heure. Que les noisettes fassent ça. Ah, le cornu, on attend de voir sa copie. Que l'extrême droite fasse ça, parce que c'est ce que fait l'extrême droite. Ah, on attend de voir la copie avant de... Voilà, on ne peut pas censurer avant. Ok. Mais que la CGT, là, elle nous le dit. On attend de voir, il y a une chose pas claire. Est-ce que le Premier ministre est prêt à ce que l'ensemble des efforts à faire soient justement répartis ? Il n'y a pas de monde où, sous Macron, un ministre macroniste de la première heure, c'est comme si tu disais, on va mettre le maréchal Pétain pour faire venir le communisme en 46 en France, tu vois. Tu juges un peu trop vite, Chris, il faudrait regarder. Et s'il y arrive. Et ça, c'est dépolitisant au possible, quoi. Enfin, bien sûr. Comme si les gens n'avaient pas les politiques de leur position, de leur famille politique. Enfin, il n'y a aucun monde, comme tu dis. Il n'y a aucun monde où le cornu, avec ce qu'il est, etc., répartit justement les efforts. C'est ça. Et c'est comme si on demandait à Sophie Binet d'avoir la politique du MEDEF. J'espère qu'elle se dit, moi dans ma position c'est impossible. Et que les cornus aient la position de la CGT ou de la France Insoumise, c'est impossible. Donc la question n'est plus d'attendre, de s'agencer au calendrier de le cornu. Il faut bloquer les choses, quoi. Voilà, c'était mon petit côté, mais ça c'est insupportable parce que vraiment ça nous fait perdre. Voilà. Ah mais de fou, c'est trop chiant. Hein. C'est trop chiant, vraiment pitié. Et alors, quand même, est-ce qu'on peut rappeler que ça, c'est pas la position de toutes les bases à la CGT, quand même. Je dirais même que c'est pas la position de base de la CGT, quoi. Non. Et camarades, on vous rappelle, si ça vous saoule que les centrales syndicales fassent de la D, syndiquez-vous. Eh ben oui, exactement. Nous, on l'est. Bon. Donc, quand on parle de centrales syndicales, on va regarder nos camarades basés de l'USB Sindicato, qui est un syndicat italien, des camarades italiens qui viennent nous parler du mouvement de grève qu'ils appellent de leur vœu à partir du 3 octobre. Donc demain, quand on tourne, aujourd'hui, quand vous regardez cette caps, vous avez peut-être vu la semaine dernière d'énormes mobilisations en Italie, monstrueuses, de blocage, en soutien au peuple palestinien, en opposition au génocide à Gaza, qui demande la fin du génocide, la fin de cette guerre immonde qui dure depuis des décennies et qui s'appuie aussi bien sûr sur des revendications sociales aussi liées à la vie, on va dire, intérieure de l'Italie.
Oui, donc c'est ce qu'on disait. Là, on a fait de la critique, mais là, c'est l'espoir en fait qui renaît. Ce printemps des peuples dont on parlait, là, les syndicats, c'est-à-dire acteurs contre le mélonisme, qui est l'extrême droite la plus réactionnaire au pouvoir, n'oublie pas la dimension internationaliste et anti-impérialiste. Et là, ils ont bloqué massivement la semaine dernière et ils continuent de bloquer. Et là, ils proposent, et c'est ça ce printemps des peuples dont on parle, une grève générale européenne en soutien aux flottilles et plus généralement contre le blocus de Gaza, contre le génocide en cours à Gaza. Une très belle affiche quand même. Magnifique, ouais. Voilà. Pourtant, nous, on est habitués quand même à du graphisme de haut niveau avec notre miniaturiste. Donc voilà, quand on fait des compliments, c'est pas gratuit, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment de l'espoir et c'est vraiment ce vers quoi il faut qu'on aille, c'est-à-dire une concentration de tous les mouvements populaires, une coordination. On a parlé, nous déjà, ce serait très bien, une coordination à l'échelle nationale. En France, syndicats, partis, mouvements, assos, comme nous, voilà, pour trouver, non pas des dates, mais un bloc de dates. Mais il faut aussi une coordination internationale. Ça bouge de partout. Là, on parle en Italie, force aux camarades italiens. Il faut qu'on bloque, il faut qu'on continue de bloquer demain. On va voir, nous, comment on peut se bouger aussi. Je sais qu'il y a des camarades belges qui se bougent aussi. Zoé, tu veux peut-être en dire un mot ? Ouais, je me permets juste de rajouter que dans les mouvements de grève en Italie là qu'il y a eu, en fait, ils ont choisi parce que vous avez capté en fait, juste faire des manifs et tout, ça suffit pas parce qu'on se fait réprimer, parce que machin. Et donc les camarades italiens, eux, ils sont allés vraiment faire des mouvements. Donc il y avait 1 million de personnes dans les rues, etc. Ils ont bloqué les transports, mais surtout ils sont allés bloquer dans des villes italiennes le transport de matériel de guerre qui part des ports italiens vers Israël. C'est aussi des mouvements qu'on a vus de travailleurs français qui ont fait ça dans des ports, particulièrement dans le sud de la France. Et donc force à eux, c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir soutenir le peuple palestinien. Et oui, on voulait vous parler aussi, pour terminer, de la Belgique. Les Belges prennent des politiques austéritaires de zinzin actuellement, mais vraiment de zinzin. La droite a gagné les élections, c'est dur et tout. Et il se trouve que j'ai reçu beaucoup de messages de camarades du PTB. PTB, c'est le Parti des travailleurs belges, qui est un parti très à gauche et qui fait plutôt de très bons scores en Wallonie, donc la partie, on va dire, francophone de la Belgique, qui est en grosse progression ces dernières années et qui est un parti vraiment avec une ligne marxiste. Initialement, c'était un parti maoïste, d'ailleurs, dans les années 70, qui a évolué, etc., qui font des trucs super. On vous a déjà parlé plusieurs fois. Mieux évolué que les maoïstes français des années 70. Est-ce qu'on parle des Mao français des années 70, BHL, Laurent Geoffrin, le père Glucksmann, le père Glucksmann, bref, les plus gros traîtres et tout. Mais non, il y avait des gens basés quand même à l'époque qui étaient Mao et qui ne se sont pas fourvoyés comme des gros traîtres qu'ils sont dans le néolibéralisme, et les camarades du PTB en font partie. Alors, la majorité des camarades du PTB actuels n'étaient pas dans ces groupes des années 70, et donc ils ont notamment fait la médecine pour le peuple, qui est un réseau de maisons de santé monté, appuyé sur le parti, qui fonctionne selon des principes assez incroyables. J'aimerais beaucoup, voilà, je vous le dis, aller discuter avec eux et faire des contenus avec eux. C'est en cours, on a des contacts avec des gens de chez eux, mais voilà, la brèche veut venir filmer la médecine pour le peuple, on vous le dit, les amis. Et donc, j'ai eu beaucoup de camarades du PTB qui m'ont écrit pour demander de relayer. Ce que je vais faire, j'ai reçu plein de MP, là, j'en sélectionne un d'un des camarades. J'ai pas son accord pour vous donner son nom. Je vous lis son message parce qu'il nous explique bien la situation en Belgique. Je suis membre du PTB. Suite aux dernières élections en Belgique, la droite est arrivée en tête. Depuis, on vit, à l'instar de la France, une grande période d'austérité voulue. Augmentation de l'âge de la retraite de 65 à 67 ans. Retournez voir notre capsule sur Louis Sarkozy basée sur les retraites. On parle de l'espérance de vie, notamment des fractions les plus précaires de la société, des métiers prolétaires, etc. D'à quel point c'est délirant de faire bosser les gens jusqu'à 67 ans, avec 42 annuités minimum. Petit départ avant, perte de 2 à 5% du montant de la retraite par année. Partie en avant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je rappelle que l'espérance de vie en bonne santé en France est de 63 ans pour les hommes. Donc ça fait déjà 4 ans de moins que les 67 demandés. Et que dans certains métiers, je pense aux éboueurs, aux métiers du bâtiment, aux métiers de manutention, etc., aide-soignante et tout ça, en fait, à 50 ans, les gens sont pétés. Donc ça fait des gens qui ne peuvent pas bosser 15 ans avant. Enfin, je vous laisse retirer 5% et multiplier par 15. Vous allez voir qu'il ne reste pas grand-chose. Évidemment, diminution du montant des retraites des fonctionnaires, limitation du droit au chômage à 2 ans, réduction prévue des allocations familiales. Le PTB, avec la classe travailleuse, a pu faire rentrer dans le calcul des annuités la période de congé maternité, qui n'était pas prévue dans les calculs à la base, mais la mesure reste très défavorable aux femmes car elles ont plus
en temps partiel ou ayant des interruptions de carrière plus que les hommes. Donc ça, bien sûr, et ça c'est le cas aussi en France, hein, évidemment. Nous nous battons aussi pour que les arrêts maladie de longue durée soient compris dans le calcul des annuités. Parce que ça, oui, et c'est le cas en France aussi, c'est la double peine. Hein. Tu as 52 ans, tu prends un cancer du sein dans ta gueule, le temps d'avoir ta chirurgie, tes rayons, ta chimio, de te remettre de tout ça. Si tu as survécu grâce au fait qu'on ait un système de soins qui permet à tout le monde de se soigner, bah en fait, tu t'es quand même arrêté 1 à 2 ans et quand tu reprends, même si tu peux être en forme, t'as pris un cancer du sein dans ta gueule, quoi. Donc, t'es quand même un peu fatigué. Et ça, c'est la double peine, c'est-à-dire que ce temps où t'es arrêté pour ta longue maladie, mais ça peut être parce que tu t'es niqué le tendon de l'épaule et le temps qu'on t'opère et que t'ailles chez le kiné, etc. Bah, il y en a pour 18 mois d'arrêt. Et ben, tu prends la double peine de dire, ah ben non, t'as pas cotisé, t'étais en arrêt. Alors que, bon, tu t'es pas arrêté pour te faire kiffer sous les cocotiers, quoi. Je te contacte car le 14 octobre, il y a une grande manifestation à Bruxelles contre ces mesures où les syndicats risquent de lâcher le mouvement social s'il n'y a pas 100 000 personnes dans les rues. Score de la précédente manif. Sans le soutien syndical, le mouvement risque de s'effondrer. Je suis conscient qu'en France, en ce moment, il y a une effervescence du mouvement social et c'est super. Je trouve que le message de ce camarade, il est très fort parce qu'on voit que, en fait, ils ont vraiment les mêmes problématiques que nous, que ce soit des attaques néolibérales, austéritaires, etc., mais aussi des problèmes, tu sais, d'organisation du mouvement social. C'est-à-dire que tu as une société civile, tu as des partis politiques qui ont envie de s'impliquer, tu as des mouvements syndicaux et tout ça a du mal à se coordonner, à se mettre ensemble. C'est vraiment le truc sur lequel il faut qu'on bosse là ces prochains mois et ces prochaines années. Il faut qu'on arrive à coordonner les mobilisations, on va dire un peu spontanées populaires, les partis politiques et les organisations politiques, organes de jeunesse, partis constitués, etc. et les organisations syndicales. Il faut qu'on arrive à bosser ensemble, il faut qu'on arrête de casser les élans qui peuvent avoir, tu vois, ces réflexes qu'il y avait pendant les Gilets jaunes, mais nous, on veut pas, vous en avez beaucoup parlé dans la capsule d'avant, on veut pas trop défiler à côté de gens dont on sait pas trop comment ils se positionnent, etc. On sait pas leur avis là-dessus, mais personne sait l'avis de tout le monde quand on fait une manif ou fait un mouvement de blocage, voilà. Exactement. Et à l'inverse, il faut aussi être conscient que quand on demande aux syndicalistes de se mobiliser et de faire la grève générale, derrière, ça veut dire des gens qui vont pas avoir de salaire, des gens qui s'opposent brutalement à leur direction, qui peuvent avoir des problèmes dans leur carrière, qui peuvent même perdre leur emploi, même si normalement le droit de grève est un droit constitutionnel. En fait, il y a de plus en plus d'attaques qui sont faites contre les personnes qui se mobilisent et contre les personnes qui sont syndiquées. C'est dur d'être syndiqué, c'est dur d'aller s'opposer sur son lieu de travail à la direction, au patronat, etc. Et donc, il faut avoir un espèce de regard des deux côtés, de se dire comment on fait pour être conscient des difficultés de chacun et pour arrêter de s'opposer les uns avec les autres, mais de penser vraiment une synergie entre nous, une lutte globale qui se fait de toutes les manières, avec toutes ses composantes, et aussi une lutte internationale, c'est-à-dire dépasser un petit peu les petites nations, les petits machins, parce qu'on a les mêmes problématiques. Nos camarades au Maroc se mobilisent pour avoir accès à la santé, se mobilisent pour pouvoir avoir accès à des politiques sociales. On est tous face au même capitalisme néolibéral. On le subit pas tous de la même manière parce que nous, en Europe occidentale, nous sommes des puissances impérialistes aussi. Hein. Mais il y a, je suis en train de vous refaire prolétaires de tout pays, unissez-vous. Mais vraiment, nous sommes dans un moment politique qui nous permet de penser ça, qui nous permet de penser ce type de mobilisation-là. C'est notre chantier des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines années. Les camarades, il faut qu'on taffe là-dessus fort. Force à nos camarades belges qui vont se mobiliser. Et je me permets de vous dire que notre générateur de visuel, on ne veut plus. On l'a encore amélioré. Et Chris va vous montrer un petit peu la petite amélioration qu'on a faite pour que tout le monde puisse continuer à s'en servir dans les prochaines mobilisations, y compris dans d'autres pays, notamment nos camarades belges. Hein. On est ravis de mettre à dispo cet outil aussi. Alors, l'outil est francophone pour le moment, mais en vrai, vous pouvez mettre... c'est une amélioration qu'il faut qu'on pense. Mais vous pouvez mettre vos slogans en italien, par exemple, si vous vous mobilisez en Italie pour le 13 octobre. Tre, non? Ou tre? 13, c'est non, 13, c'est en... Ouais, 13. Désolée, j'ai fait allemand, les potes. Dry October. C'est notre chef et elle a fait allemand. Je cligne des yeux si vous voyez ça, mais... Non, elle est super. Donc, on a fait une chose parce que les gens nous demandaient au départ, c'était... aligné avec seulement 10 septembre, parce que c'était en préparation du 10 septembre. Et ensuite, on a fait au besoin quand il y avait des dates. Et aujourd'hui, en fait, on a mis un sélecteur de dates. Vous allez pouvoir choisir la date que vous voulez, qu'elle soit locale, nationale, on espère demain internationale. Donc voilà, aujourd'hui, le sélecteur, il est possible, donc vous pouvez vraiment customiser
via On ne veut plus. N'hésitez pas, hein, sur On ne veut plus, tout est disponible. Vous pouvez encore, il y a plus de couleurs de disponibles. Maintenant, vous pouvez vraiment choisir de mettre une image partout si vous voulez que de l'image ou que du texte. Enfin, vraiment, c'est très très bien. Tout ça, c'est grâce à vos dons, grâce à votre aide, grâce à vos savoir-faire. Donc, on continue sur On ne veut plus. Moi, j'ai juste finir là-dessus. Tu as dit, je vais vous refaire prolétaire de tous les pays, mais en fait, tu viens d'illustrer vraiment une des plus grandes phases, je pense, de Karl Marx, quand il dit l'humanité ne se pose que de questions qu'elle peut résoudre. Si Karl Marx a pu penser à un moment donné cette phrase de prolétaire de tout pays, unissez-vous, c'est justement que on était en 1848, on y revient, c'était le printemps des peuples, c'était justement, comme l'a dit Zoé, qu'il y avait un moment qui permettait, des conditions matérielles concrètes, révolutionnaires, qui permettaient de justement penser une destinée commune du prolétariat, non pas entre les nations, non pas entre nations comme certains essayent de nous le dire. International, ça veut dire par-delà les nations, là où les nations étaient trop petites pour penser le prolétariat, et non pas une entente entre les prolétariats nationaux. Ce que ne vous faites pas avoir par les gens qui essayent de vous faire croire que international signifie entre nations, ça signifie par-delà, au-delà des nations. Donc voilà, ce que tu viens de faire tout à l'heure, c'était exactement le geste de Marx, c'était de se rappeler que les conditions matérielles révolutionnaires et le changement de monde qui advient permet justement de se penser plus loin, plus grand, bien meilleur que ce qu'on est aujourd'hui, et c'est ça la dynamique révolutionnaire. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et voilà, écoutez les amis, la CAP c'est déjà longue, on pourrait aussi vous montrer des images de nos camarades au Maroc, des images de nos camarades à Madagascar, vraiment force à eux. Ouais, on le refera d'ailleurs. On va force à revenir je pense vraiment sur une capsule dédiée justement aussi à cet aspect de mouvement de jeunesse qu'il y a dans le monde. Carrément. Et je pense particulièrement fort à nos camarades malgaches là qui subissent une répression monstrueuse, 25 morts là hier. 25 morts de jeunes militants qui se mobilisent. Bref, voilà, force à eux vraiment. Et force à nos camarades en Indonésie aussi. Bref, force à tous les camarades dans le monde entier qui se mobilisent. Lâchez rien, c'est pas parce que on a une intersyndicale qui prend un petit peu trop de temps pour redonner des dates que c'est pas aussi une occasion de penser le mouvement social, de penser comment on va faire un nous tous ensemble qui s'organise, qui se discipline et qui lutte. Donc voilà, sur ce les amis, il me reste à vous suggérer d'aller lire le dernier numéro de la revue Position Revue. On vous en a parlé un petit peu pendant cette CAPS. Il y a plein d'autres choses à lire dedans. Le numéro est passionnant, vraiment. Moi, je l'ai lu hier. Je suis très fière de ce qu'on a produit. Voilà, je me permets de congratuler un peu les équipes qui ont bossé dessus beaucoup et toutes les personnes qui ont été invitées. Il y a Clément Sénéchal, on vous a cité Bruno Hamab, Stefano Palombarini. Bref, je vais en oublier là parce que je les ai pas sous les yeux. Allez lire vraiment. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous abonner à la chaîne On ne veut plus. Vous pouvez nous soutenir sur le Tipeee de l'Assaut La Brèche qui est en description de cette vidéo ou sur le Tipeee spécifique On ne veut plus. Vous pouvez nous suivre sur Insta, sur Twitter. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde, lâchez rien, force à nous tous et salut. Salut.